Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 août et évidemment ça ne vous a pas échappé ce qui s'est passé à Beyrouth en Liban. Massive explosion, les images qui ont circulé sur internet ont parlé d'elles-mêmes. À l'heure où je vous parle, les autorités officielles ont décrété que officiellement c'est un accident. Puisque c'est un entrepôt dans lequel étaient stockés à peu près 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Alors le nitrate d'ammonium, c'est le résultat d'un combiné de gaz d'ammoniac, je crois, avec de l'acide nitrique. Enfin, en gros, c'est le même type de produit qui a déjà fait pas mal de dégâts, comme par exemple à Toulouse, souvenez-vous, en 2001, hein, la fameuse AZF de Toulouse. Ceci paraît qu'à Toulouse, c'était 400 tonnes, puisque c'était la capacité normale de stockage. Même si les enquêtes n'ont jamais véritablement établi si c'était bien le respect de la capacité maximum de stockage de nitrate d'ammonium ou si au contraire il y avait peut-être plus que prévu. C'est aussi un autre accident assez récent qui a impliqué le nitrate d'ammonium qui est à Tianjin, en Chine, ce qui s'est passé en 2015. Pareil, les images étaient relativement impressionnantes et il y avait eu également énormément de dégâts. Et le seul problème, c'est que quasiment tous les accidents, alors il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu dans les années 20, je crois en 1924, il y a eu aussi en 1934 aussi aux États-Unis, je crois, il y a eu plus récemment en 2013, c'était à Waco, au Texas, aux États-Unis. Le seul problème, c'est que là, en général, les accidents qui ont eu lieu sur ce type de produits, ça s'est produit dans des zones adaptées, on va dire, c'est-à-dire des industries chimiques, des usines chimiques, des usines de traitement, de transformation chimique. Or là, c'était sur le port de Beyrouth, c'est-à-dire un lieu de stockage qui apparemment n'était pas propice, je dirais, à stocker des produits éventuellement dangereux, puisque cet entrepôt se trouvait juste à côté d'un silo à grains. Donc, à moins qu'on ait changé les réglementations internationales en matière de stockage, le fait est, c'est qu'évidemment, sur Internet, beaucoup de gens disent « oui, mais c'est normal, c'est le Liban, vous savez, c'est les Arabes, machin, tout de suite. » Vous voyez, le cliché habituel qui ressort. Non, je suis désolé, le Liban n'est pas un pays du tiers-monde, même si c'est un pays qui, malheureusement, les accumule, parce que cet accident est quand même assez important. Il suffit de voir les vidéos pour se rendre compte véritablement des dégâts. Et des dégâts, il y en a de façon très très importante. Et je dirais même que ça va être des cicatrices qui vont être très longues à effacer. Dans ce sens où ce dépôt se trouvait à 500 mètres des premières lignes d'habitation. Et c'est une zone urbaine relativement dense, hein, puisque c'est le port. C'est d'ailleurs le deuxième port du Liban, le plus important du pays. Donc forcément, pour ceux qui peut-être se souviennent qu'il y a eu une guerre au Liban, que Beyrouth a été une zone de combat assez intense, puisque c'était... la capitale était devenue pendant quelques années la ligne de front de cette guerre. Donc il est vrai que pour des anciens qui ont connu cette guerre, c'est des images qui sont tristes et qui rappellent de vieux souvenirs. La question donc étant de savoir est-ce que le Liban est un pays du tiers-monde au point de ne pas savoir que stocker du nitrate dans de mauvaises conditions, c'est risqué. D'autant plus que pour l'instant les premiers éléments, il y a une enquête qui va être diligentée, mais les premiers éléments tentent à démontrer qu'il s'agit d'une extension d'un incendie limitrophe qui aurait été la cause, qui aurait été la mèche, on va dire. Le fait est, c'est que la question qui reste posée, c'est comment 2750 tonnes de nitrate d'ammonium se retrouvent à cet endroit, dans un entrepôt qui n'était clairement pas adapté pour accueillir ce type de produits chimiques, ce type de produits
parfois instable. Je rappelle que à Toulouse, hein, on a mis en cause l'eau, hein, puisque ce produit au contact de l'eau peut devenir totalement instable. Donc comment est-ce qu'un entrepôt de ce type peut-il garantir une sécurité concernant ces 2750 tonnes d'ammonium? La question reste posée, est-ce que qui a décidé de déposer ce stockage? Alors je rappelle, c'est des produits qui sont utilisés pour des transformations ou pour des productions de produits comme les engrais par exemple, à savoir qui a décidé de stocker ces matières à cet endroit. Est-ce que ça a été un phénomène de mœurs? Est-ce que cet endroit a toujours été, ou est depuis longtemps, un lieu de stockage de ce type de produits? Comment se fait-il que le Liban, un pays qui n'est quand même pas un pays sous-développé, n'ait pas de réglementation qui interdit le stockage de produits dangereux à une distance aussi faible de zones urbaines, hein, voilà, c'est des questions quand même qui savent se poser. Alors sur Internet, malgré ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes, hein, c'est qu'il y en a certains qui croient que le Liban, c'est un pays sous-développé et que c'est des gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Non, on ne fait pas tout et n'importe quoi, même si aujourd'hui le Liban, je le rappelle, est dans une situation assez particulière, assez difficile, puisque c'est une crise à la fois économique, mais aussi un effondrement monétaire auquel le pays est actuellement confronté. Donc si vous voulez, ça en rajoute à une situation déjà compliquée, déjà difficile, et qui en plus de ça, je le rappelle, le Liban est quand même un pays qui n'est pas n'importe quel pays du Moyen-Orient, c'est un pays quand même angulaire, c'est une croisée des chemins, hein, comme on dit, entre le Moyen-Orient et l'Europe et l'Asie centrale. C'est un pays qui était pourtant un pays de réputation très ouvert et très tolérant, où la plupart des religions arrivaient à coopérer, en fait, à vivre en parfaite tolérance, on va dire, ce qui malheureusement n'a plus été le cas depuis les années 80, depuis cette guerre qui, je le rappelle, se mettait, alors je crois que c'était les... je ne me souviens plus exactement de quels étaient les belligérants dans cette affaire, mais il y avait une question aussi religieuse. Et puis les choses ne se sont pas améliorées dans ce sens où le Liban, c'est un pays aussi dans lequel s'est réfugié le Hezbollah, hein, le fameux Hezbollah que Israël voudrait bien dégommer. Et en plus de ça, c'est un pays dans lequel aujourd'hui s'est réfugié aussi pas mal d'Irakiens. Hein, l'Irak étant un pays limitrophe, tout comme la Syrie d'ailleurs, hein, puisque récemment le Liban a quand même aussi récupéré un grand nombre de Syriens suite à la guerre. Donc c'est un pays, si vous voulez, qui était économiquement en phase de se redresser, mais très fragile, mais qui est encore plus fragilisé du fait qu'il est dans une situation aussi politique très instable. Je rappelle qu'un certain nombre de politiciens, et même des anciens premiers ministres ou présidents, ont été assassinés dans ce pays. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de corruption, de problèmes d'influence, dont d'ailleurs la crise monétaire que connaît le pays n'est pas totalement étrangère à cette situation. Donc voilà, on est aujourd'hui à 24 heures, on va dire, de cet événement, qui fait que aujourd'hui, même si on voit pas mal sur Internet des gens qui parlent de bombes, alors c'est vrai qu'au départ, les premières vidéos montraient des crépitements, etc. On aurait pu croire qu'il s'agissait, au départ, on avait entendu parler d'un entrepôt de feux d'artifice. Alors déjà, un entrepôt de feux d'artifice, pareil, à côté d'une zone urbaine, en général, ça ne fait pas franchement partie des réglementations en matière de sécurité sur des matières explosives. On a même vu des gens qui, sur certaines vidéos, essaient de vous montrer une tache noire qui pourrait être éventuellement un missile. Et certains sont en train aujourd'hui de parler éventuellement d'un attentat, c'est-à-dire un attentat, utiliser en effet le stockage de nitrate, c'est-à-dire offrir une opportunité pour faire un attentat. Ce ne sont qu'actuellement des spéculations, même si,
Je le rappelle, le Liban est un pays qui est dans une fragilité géopolitique non négligeable, même s'il y a quelques années, alors je ne sais plus si c'est en 2015 ou 2013, j'essaierai de vous retrouver le document et je vous le mettrai ici. Il semblerait que les forces, les services de renseignement israéliens avaient détecté 3 lieux près de Beyrouth, dont justement un endroit sur le port de Beyrouth, qui était soupçonné être un endroit dans lequel le Hezbollah stockerait et transformerait des missiles. Voilà, c'est le service renseignement israélien, donc à prendre avec des pincettes évidemment. Donc pour l'instant, il est évident que ça va être une situation extrêmement compliquée, parce que même au niveau de l'enquête, s'il y a certains éléments qui pourraient démontrer qu'il y a un doute sur l'origine du feu, est-ce que le feu était intentionnel, était accidentel, était-il criminel, ça pour l'instant on n'a pas d'éléments pour pouvoir éventuellement spéculer sur cette issue, d'autant plus que vu l'étendue des dégâts, je rappelle que vu l'explosion que vous avez vue, là aujourd'hui vous avez un cratère énorme à la place du bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est exactement comme ce qu'on avait eu à Toulouse en 2001, c'est-à-dire que l'explosion est d'une telle intensité et dégage une telle énergie que ça creuse un cratère non négligeable au sol. Donc à voir, à suivre, à voir un petit peu comment va se produire les retours d'informations sur la chose, même si, très sincèrement, je pense je ne me fais pas d'illusions sur le fait que d'ici 2-3 jours, on finira par tourner la page de ce drame au Liban pour revenir à d'autres choses plus essentielles. Comme je vais le faire maintenant, deuxième information, tout du moins deuxième question. Comme l'indique le titre de cette vidéo, quelque chose qui cloche. Alors quelque chose qui cloche, ça veut dire quoi ? Vous le savez, ici aux États-Unis, depuis, on va dire mi-mai, on a commencé à voir une reprise de l'épidémie de Covid-19. Le problème, comme je l'avais soulevé dans une autre vidéo, c'est qu'il est difficile de voir les faits par rapport aux informations qu'on nous donne. En effet, comme vous le savez, aux États-Unis, l'épidémie donc a repris dans un certain nombre d'États, dont les plus importantes reprises ont commencé en Californie, mais surtout en Arizona, Texas, Floride, et un certain nombre d'États du Sud ont également un taux de contamination qui a repris. Même si, derrière, le taux de décès reste très faible. Pourtant, la reprise de contamination n'a pas empêché un certain nombre de comtés, des responsables de comtés, des responsables même d'État, de prendre des décisions pour remettre un petit peu le holà sur les comportements des Américains, à savoir que si cette reprise de contamination peut être assimilée peut-être à des comportements irresponsables, ce n'est pas dénué de sens, d'autant plus que, évidemment, arrivé à la saison estivale, on s'est retrouvé surtout dans les États du Sud avec des gens qui ont des comportements totalement à côté de la plaque, à tel point que même certains gouverneurs ont demandé à l'État fédéral de légiférer. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne sont pas capables de légiférer parce qu'ils ont tellement peur, évidemment, de la situation, surtout qu'en plus, on est quand même aux États-Unis encore en face de la situation très instable et très insurrectionnelle, je dis bien insurrectionnelle, vis-à-vis des BLM, puisque pour la petite information, il faut savoir que le FBI a annoncé officiellement qu'ils ont une augmentation de 79% de demandes de vérification de background pour les citoyens américains qui font une demande de permis de port d'armes. Donc ça veut dire que si vous avez 79% d'augmentation de vérification des antécédents, ça veut dire que c'est des gens qui veulent acheter une arme. Donc
Évidemment, merci les BLM, surtout avec les manifestations, les débordements, les agressions, etc. Je rappelle, il y a eu des morts. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, aujourd'hui vous avez beaucoup d'Américains, surtout dans les grands centres urbains, qui sont encore sous le joug de certaines manifestations BLM, et on pense plus particulièrement à Portland, à Seattle, qui sont deux villes aujourd'hui où la situation devient très critique du fait d'une confrontation entre les manifestants nés BLM, mais plutôt, on va dire, des anarchistes, anticapitalistes, voire tendance communiste, qui aujourd'hui veulent en découdre contre l'autorité, et l'autorité qui est un petit peu le cul assis entre deux chaises, du fait qu'ils ne sont pas soutenus par les municipalités des villes, qui sont démocrates. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, il y a certains maires démocrates qui vont sauter aux prochaines élections au profit de maires républicains. Dommage pour eux. Donc je reviens sur cette question essentielle de comparatif, c'est-à-dire entre les chiffres qu'on nous annonce et le factuel. Le factuel, c'est quoi? Eh bien, même si aux États-Unis, on entend parfois des gens dire « oui, voilà, mon oncle est décédé, ma nièce, etc. » on a quand même quelque chose qui est assez flagrant, c'est-à-dire que moi, quand j'entends personnellement des gens me parler de connaissances qui sont décédées à cause du Covid, j'essaie de savoir si les personnes étaient des gens qui avaient déjà des pathologies fragiles. Et je peux vous affirmer que quasiment toutes, oui en effet, ont des pathologies fragiles, et très souvent des pathologies liées à des problèmes respiratoires. C'était des gens qui fumaient beaucoup, c'était des gens qui avaient des problèmes déjà d'asthme, des problèmes de diabète sérieux, c'est-à-dire, voilà, c'était des gens qui avaient déjà des prédispositions à voir une aggravation, on va dire, de leur situation. Et comme je l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, je rappelle aussi aux États-Unis, le problème c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont de très mauvaises couvertures de santé, voire pas du tout, et qui pour aller voir un médecin, des fois n'ont pas forcément les moyens d'aller voir un médecin parce que ça coûte très très cher. Et donc le fait de ne pas aller voir un médecin quand vous commencez à avoir des symptômes, si vous avez chopé le Covid et si cette maladie que vous êtes en train de choper et qui commence à s'aggraver, finalement n'est pas pris à temps, n'est pas soigné à temps avec un traitement adapté, vous finissez finalement aux urgences dans une situation aggravée, et puis vous risquez de vous prendre un petit coup de remdesivir, le fameux remdesivir qui aujourd'hui n'est toujours pas convaincant, mais pourtant qui est présenté comme la solution miracle à laquelle vous ne pourrez pas échapper aux États-Unis si vous tombez sur des médecins qui sont évidemment, on va dire, qui reçoivent des gros chèques. Ou qui reçoit de belles invitations dans des îles paradisiaques chaque année pour se faire vanter les mérites de tel ou tel produit par le labo. Ça, malheureusement, un peu comme ce qui se passe aussi en France. Mais d'une manière générale, on a du mal à voir, si vous voulez, il n'y a pas de... On est en fait en face d'une situation très claire. Le coronavirus, en effet, est un virus dangereux, qui a ses conséquences, mais qui n'est pas un virus finalement avec un niveau létal élevé. Comme je l'ai dit, il est élevé auprès de gens âgés, auprès de gens pathologies fragiles. Mais il semblerait qu'il y ait quand même un certain nombre de gens testés positifs qui ne sont pas vraiment malades et qui ont développé leur propre immunité. Et de ce fait, est-ce qu'aujourd'hui, ça rend le Covid aussi dangereux qu'on le prétend? Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le problème du Covid, c'est que pour l'instant, on n'a pas de traitement fiable, officiel. Alors certains vous diront, oui, mais il y a l'hydroxychloroquine. Vous connaissez aussi bien que moi la bataille fratricide qu'il y a aujourd'hui contre l'hydroxychloroquine. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé, la bataille existe toujours, et la bataille elle risque encore de plus s'accentuer, puisque les Russes apparemment ont informé qu'ils étaient peut-être sur le point de mettre sur le marché leur propre remède, leur propre traitement. Ils sont prêts d'ailleurs à distribuer des millions de doses à certains pays
pays, surtout certains pays alliés de la Russie. Mais pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a pas de rapport, on n'a pas de résultats d'essais ou de tests sur ces médicaments. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, on est dans un flou pour juger ce traitement sur sa fiabilité réelle ou pas. J'espère seulement que les Russes n'ont finalement peut-être pas trouvé un traitement beaucoup plus efficace que le remdesivir, parce que là, je peux vous dire que les médias vont se mettre à cracher à qui mieux sur ce traitement russe pour sauver les meubles et l'image et la réputation du remdesivir. Donc la question reste posée, à savoir, est-ce que finalement aujourd'hui le Covid, dans son augmentation, dans sa reprise d'épidémie, ne sert pas à notre intérêt? Vous le savez, on en a déjà parlé, aujourd'hui aux États-Unis, on est certainement dans un moment crucial, même historique, avec l'élection présidentielle au mois de novembre. On sait qu'aujourd'hui, les progressistes, les démocrates et beaucoup d'interventions philanthropiques dites de gauche sont à la manœuvre et sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour dégager Donald Trump. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont confrontés quand même à un sérieux problème, c'est que Joe Biden ne fait pas le taf. Joe Biden ne fait pas, n'attire pas une sympathie suffisante. Et aujourd'hui, les démocrates, en effet, ont clairement peur que Donald Trump soit réélu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de partir dans tous les sens. Ils sont en train de faire n'importe quoi, même le plus incongru, le plus stupide, le plus idiot, jusqu'à quel point, pour vous dire où on en est aujourd'hui aux États-Unis, c'est que il est peut-être, je dis bien question, qu'il y ait un report des élections, parce que certains responsables, alors pas forcément pro-Trump, hein, mais des gens qui ont quand même une bonne connaissance du système américain, de la politique américaine et des petites magouilles qu'il peut y avoir dans le système américain, ont peur que les démocrates fassent en sorte de frauder, c'est-à-dire de faire de ce qu'on appelle du bourrage d'urne lors des élections au mois de novembre, pour faire en sorte que Donald Trump ne puisse pas être réélu. Donc là, il y a un risque, et d'autant plus que ce risque, en effet, Donald Trump lui-même l'a plus ou moins suggéré avec ce qu'on appelle le vote par correspondance. Il se trouve qu'il y a une chaîne américaine, CBS, qui a fait le test, c'est-à-dire qu'ils ont fait valoir, ils ont fait l'expérience en envoyant, je crois, une dizaine de courriers à l'allure pour une élection bidon, mais voilà, les courriers avaient exactement la bonne allure, on va dire, la bonne ressemblance d'être des courriers importants pour être des courriers de vote par correspondance. Et il se trouve que la chaîne CBS s'est retrouvée comme de ronds de flanc parce que les courriers se sont perdus. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais revu la couleur des courriers. Donc ça pose quand même un gros problème éthique. Évidemment, pour ceux qui voudraient chercher la petite bête, CBS est une chaîne qui fait partie du groupe Viacom, et Viacom n'a pas un positionnement très précis, à savoir si c'est un conservateur ou si c'est du progressiste. Viacom est plutôt un consortium, on va dire, qui a plutôt tendance à être conservateur modéré, mais tendance progressiste quand même. Donc on ne peut pas les accuser d'être des pro-Trump, si vous voulez, de jouer le jeu de Trump par rapport à ça. D'ailleurs, aucun grand média américain, puisque même les médias américains les plus conservateurs que sont CNN et Fox, s'arrogent quand même pour taper de temps en temps sur Donald Trump, puisque, je le rappelle, hein, la majorité quand même des ténors républicains, eux aussi, en ont marre de Trump, ils veulent le dégager, et certains d'ailleurs, comme je l'avais dit, hein, que ce soit Bush, Cruz, je ne sais plus qui d'autre d'ailleurs avait annoncé officiellement qu'il voterait pour Trump. Rendez-vous compte, c'est comme si en France, vous me direz, en France, ils l'ont fait aussi, hein, puisque les Républicains ont poussé à voter Macron dans les élections, donc sincèrement,
c'est pas un très bon exemple. Mais bon, ceci dit, vous voyez quand même, il y a tellement de ramifications sur le plan politique de ce Covid, à savoir que, comme je l'ai dit, on a du mal à voir si aujourd'hui les décisions sont opportunistes d'une situation de reprise de l'épidémie. Pour l'instant, il n'y a pas de verrouillage ou de reverrouillage de l'économie américaine, même si le ton se durcit pour obliger les gens dans les lieux clos à porter des masques, mais sur l'espace public, à l'air libre, etc., pour l'instant, il n'y a pas de réglementation proprement dit, si ce n'est dans certains comtés, il y a eu des prises de décision de fermer des plages, par exemple, ou comme en Californie, à Los Angeles, où tout de suite, assez rapidement, ils ont demandé à refermer les bars, les discothèques, les piscines, voire même interdire un certain nombre de plages, parce que, évidemment, ce sont quand même des lieux avec une densité de population extrêmement importante, et que la contamination d'un virus, évidemment, est certainement là où ce sont des endroits les plus à haut risque, on va dire, de reprise de contamination, alors que pour l'instant, New York reste relativement stable, même s'il y a une petite reprise de certaines contaminations, mais ils en sont encore à des situations relativement stables. Encore une fois, parce que à New York, tous les pans et tous les secteurs économiques ne sont pas réouverts complètement. Actuellement, aux États-Unis, les cinémas, par exemple, cinéma, salles de spectacle, les stades pour les activités, les compétitions sportives, etc., ne sont pas réouverts à l'échelle nationale. Pour l'instant, uniquement certains États, certains comtés ont réouvert les restaurants, ont réouvert un certain nombre de bars, ont réouvert certains malls, certains grands centres commerciaux, mais avec, en effet, des réglementations, avec l'imposition du masque à l'intérieur. Donc ça, voilà pour les États-Unis. Donc évidemment, il y a beaucoup de spéculations, on voit beaucoup de choses, lit beaucoup de choses sur ce qui se passe aux États-Unis, d'où un certain nombre de mouvements qui naissent en disant que finalement, on est en train de mettre sous cloche le peuple américain, peut-être essayer même de les empêcher d'aller voter au mois de novembre. Enfin, vous voyez, on est à ce point aux États-Unis. Mais la situation, je dirais, s'aggrave plus en Europe, plus particulièrement en France, où en France on a appris que dans certains endroits, alors je pense à une ville comme Saint-Malo par exemple, que je connais très très bien, où la municipalité a décidé le port du masque obligatoire à l'extérieur, même sur les plages. J'ai envie de dire, là ça va peut-être un petit peu trop loin. Qu'est-ce qui peut véritablement motiver des gens à vouloir obliger le port du masque en extérieur? Alors, je voudrais pas vous inquiéter, mais moi, personnellement, le masque, je suis responsable, je vais dans des magasins, je porte le masque, etc. Sauf que le port du masque, je trouve très méritant les gens qui travaillent en extérieur, qui travaillent avec un masque toute la journée, parce que moi personnellement le masque, je peux pas le tenir plus d'une heure. C'est au bout d'un moment, je sens qu'il y a quand même des petites difficultés quand même à respirer. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être compris que le masque toute la journée, ça pose quand même un gros problème de respiration. Alors, justement, petit aparté, il y a beaucoup de gens qui disent que porter le masque constamment pendant toute une journée, c'est risqué, puisque alors certains disent qu'on finit par respirer un peu plus de dioxyde de carbone que d'oxygène, d'autres disent que finalement on est en circuit fermé de notre propre contamination dans notre respiration. C'est voilà, oui, un masque, voilà, je vous fais pas un dessin. Enfin voilà, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. La raison et le bon sens, en effet, peut poser la question de se dire, en effet, le fait d'avoir un masque toute la journée, au niveau de la respiration, ça peut poser un problème, et surtout aussi, toutes les bactéries que vous pouvez éventuellement expirer, finalement, elles sont stoppées, et vous risquez de reprendre les mêmes bactéries ou les mêmes virus,
aussi, que vous pouvez éventuellement contracter. Enfin voilà, c'est des petites choses, des petites questions sanitaires qui ne sont pas dénuées de sens. Mais l'intérêt justement de pouvoir éviter de porter le masque à l'extérieur, c'est qu'à l'extérieur, vous avez quand même, c'est pas des lieux clos, il n'y a pas de confinement, etc. Donc, à partir du moment où on respecte la distanciation entre les gens, je veux dire, à Saint-Malo, les plages, elles sont énormes, hein, je veux dire, on ne s'accumule pas les uns contre les autres, comme en effet, malheureusement, on a pu le voir sur un certain nombre de plages en Floride, où là, en effet, le risque quand même est assez important. Donc voilà, seconde vague en fait. L'argument c'est quoi? Seconde vague. Ils ont peur d'une seconde vague. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que s'ils ne prennent pas ces mesures, est-ce qu'ils ont peur de devoir répondre au pénal par la suite de plaintes parce que des gens sont tombés malades, parce qu'on leur est pas obligé de porter un masque? Est-ce qu'il y a véritablement une seconde vague qui est en train d'arriver? Parce que on a eu des événements où des gens n'ont pas respecté la distanciation, n'ont pas porté de masque, etc. Or, quand on voit les chiffres aujourd'hui de reprise de l'épidémie, on est loin quand même de... enfin, il faut quelques semaines, hein, mais bon, on se souvient quand même de la fête de la musique, où il y a des gens quand même qui ont festoyé, on va dire, sans respect de distanciation. Je pense que tous ces gens-là, normalement, auraient dû faire en sorte que les chiffres seraient remontés en flèche. Et le problème, c'est ça, il n'y en a pas. Il y en a, mais... Et on a le même problème aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez une reprise de l'épidémie, mais quand on regarde les chiffres, on est très loin de ce qui pourrait être une reprise de la contamination, suivant les événements qu'on a pu voir où les gens n'ont absolument pas respecté les distanciations, n'avaient pas de masque, etc. Voilà, dans la balance, il y a quelque chose qui cloche. Hein, d'où le titre de cette vidéo, il y a quelque chose qui cloche. Et finalement, ça rejoint aussi le drame de Beyrouth. Il y a bien quelque chose qui cloche. Donc, et chez les voisins européens, c'est pareil. En Espagne, ça a l'air de reprendre. En Italie, pour l'instant, ça reste stable. Et l'Allemagne. Alors là, l'Allemagne, on a eu la manifestation des néo-nazis et de l'extrême droite contre le port du masque, etc. Déjà, je trouve que la presse allemande y a été de main morte. La presse française a suivi, hein, parce que moi j'ai vu par exemple le Parisien, mais le Parisien, il faut qu'ils arrêtent. Hein, là, je crois que on est arrivé à un point où même si on reprend les journaux de la Pravda, vous savez, ce fameux journal de l'Union soviétique, je suis sûr et certain que même la Pravda n'en arrivait pas à ce point de manipulation de l'information. Cette manifestation donc a eu lieu à Berlin. Alors semble-t-il, il y aurait eu 7000 personnes, d'autres parlent de 17 000 personnes, d'autres parlent qu'il y aurait eu presque 1 million de personnes à Berlin, etc. Donc vous savez, c'est toujours pareil, un conflit de chiffres suivant le positionnement où l'on est, sur l'intérêt qu'on a de vouloir présenter un chiffre ou non. Et le problème qui se pose, c'est qu'évidemment, alors, il y a en effet, dans ces manifestations, il peut y avoir en effet des mouvements, des récupérations politiques de certains mouvements d'extrême droite, l'AfD en particulier pour ce qui concerne l'Allemagne, mais quand on regarde les vidéos, on est bien en face de gens, c'est assez hétéroclite si vous voulez, c'est-à-dire que il y a vraiment un mixage de beaucoup de gens qui n'ont rien de spécifique ou de représentatif d'une majorité idéologique et politique dans la manifestation. Mais comme évidemment c'est une manifestation qui alors était présentée comme étant un ensemble de gens contre le port du masque, contre l'hégémonie sanitaire qu'impose le gouvernement, le fait c'est que c'est quand même des gens qui posent une question. C'est est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce que aujourd'hui, les Allemands, dans cette manifestation de Berlin, qui a été donc
je vous le dis, hein, étiquetée, présentée, montrée comme étant nauséabonde parce que organisée soi-disant par des mouvements d'extrême droite, qu'il y avait même des néo-nazis, etc. Enfin, on en est, ça devient une véritable parano. Est-ce que cette manifestation ne pose pas la question de savoir, en effet, il y a une épidémie qui est considérée comme pandémique puisque a touché l'ensemble de la planète, mais que finalement aujourd'hui, même si on a une reprise de contamination au niveau létal, on est très très loin d'une pandémie avec un virus mortel, c'est-à-dire que les chiffres de décès correspondent, voire même sont moins que des épidémies saisonnières. 2, on se pose la question de savoir, est-ce que finalement le Covid ne sert pas les intérêts de couvrir une situation économique explosive, voire peut-être en effet cacher le fait que nous sommes dans une crise économique systémique? Parce que quand vous voyez toutes les banques centrales qui sont en train de faire de la planche à billets, d'arroser tout le monde, je rappelle, la France va bénéficier de 40 milliards, d'un plan d'aide de 275 milliards, je crois, un truc comme ça. Mais ça ne va pas empêcher un grand nombre de pans de l'économie, un grand nombre d'acteurs de certains secteurs économiques, de toute façon, de mettre la clé sous la porte. Hein, je rappelle, aux États-Unis, on est déjà, je crois, alors j'ai vu un chiffre l'autre jour, il y a déjà à peu près 51% d'un certain nombre d'entreprises qui ont déjà déposé ou sont actuellement en traitement de présentation de loi de protection contre la faillite. Ça, c'est fameux article 11, je crois, aux États-Unis, qui permet à des entreprises de se mettre sous la protection fédérale avant de finir en banqueroute, hein, finalement, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Vous avez aux États-Unis, vous avez déjà des enseignes de toute façon qui vont se débarrasser de certaines succursales qui ne sont pas assez productives ou qui ne gagnent pas suffisamment de chiffre d'affaires, etc. Hein. Donc, et ça va être pareil en France, hein, je pense que... Et c'est encore pire en France, parce qu'en France, si aux États-Unis, vous avez quand même des gens qui annoncent des chiffres, des analystes, hein, qui annoncent des chiffres pour vraiment avoir un paysage de post-Covid sur le plan économique, ce qui va être un petit peu désastreux. Donc d'ailleurs, peut-être, c'est ce qui susciterait peut-être Trump de finalement de peut-être pas faire le nécessaire pour être réélu une deuxième fois, parce qu'il se dit 4 ans dans une merde pareille, c'est suicidaire. C'est petite aparté. En France, on a très très peu de chiffres, on a très très peu d'analyses sérieuses sur les conséquences réelles du Covid. Pourquoi ? Parce que certainement, par le biais de l'État, par le biais de l'Europe, par le biais de la BCE, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui vont présenter un chèque, qui vont présenter la facture, pour avoir un gros chèque, pour sauver les meubles. Mais je pense que même ces gros chèques-là ne suffiront pas, et d'ailleurs on a déjà des exemples, hein, puisque je ne sais plus quelle entreprise a l'assurance de recevoir une aide, un soutien financier, mais qui a décidé finalement de fermer une usine ou de faire des licenciements, etc. Alors, je crois qu'il y a Renault, je crois que c'est Renault, hein, qui a déjà annoncé la couleur. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, même des gros groupes, qui vont recevoir un gros chèque pour les aider financièrement, mais qui vont de toute façon licencier, qui vont certainement fermer des unités, etc. Parce que à la fin de l'année, il faut quand même verser des dividendes, hein. Je veux dire, faut quand même faire du chiffre. Alors là, on ne fait pas du chiffre d'affaires, mais il faut faire du bénéfice, faire de la rentabilité au niveau du groupe pour ne pas perdre la confiance des actionnaires. Donc, et puis en plus de ça, avec cette guerre, des laboratoires qui veulent nous vendre. Alors je sais que par exemple en Europe, ils ont signé avec je ne sais plus quel laboratoire pour, je crois, 63 millions d'euros ou 65 millions d'euros de doses de remdesivir.
C'est-à-dire que même dans cette situation-là, on est vraiment sur toujours du marché. C'est-à-dire que c'est le fric qui parle, c'est l'argent qui est en train de parler. Ils en ont rien à foutre finalement de la santé mondiale, comme on dit. Et d'ailleurs, un certain nombre d'analystes commencent à bien faire des articles très détaillés et avec bon sens sur finalement à quoi servent ces organismes. À rien. Ils sont complètement dépassés, complètement incompétents. L'OMS, par exemple, aujourd'hui, je rappelle, hein, je peux vous renvoyer sur mes vidéos du mois de janvier et février, je le disais déjà, c'est que l'OMS, face à la crise à laquelle la Chine est confrontée, refuse d'utiliser le terme pandémique. Le mot est quasiment interdit. Ce n'est qu'à partir, je crois, du 26 février ou 16 mars, ou je crois que c'est 16 mars, où là ils ont enfin décidé de tirer la sonnette d'alarme en utilisant le terme pandémie, alors que le terme pandémie était déjà évident dès le mois de janvier. Donc voilà, aujourd'hui, alors on parle de peut-être, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement, hein, je veux dire, le gouvernement français laisse planer cette menace du reconfinement. Si vous ne respectez pas les règles, si vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit, etc., nous allons reconfiner. Mais vous rendez-vous compte que reconfiner, c'est se tirer une balle dans le pied sur le plan économique. C'est-à-dire que déjà, ils se sont tirés une balle dans le pied gauche, ils vont se tirer une balle dans le pied droit. C'est-à-dire l'économie française ne tiendra pas, elle ne pourra pas supporter. Alors en plus de ça, si vous rajoutez les conflits sociaux, alors surtout en plus en ce moment en Europe, on peut constater que jusqu'à présent, beaucoup de gens compatissaient, on va dire, à l'idéologie de ne pas faire d'amalgame vis-à-vis de la délinquance, vis-à-vis de la criminalité, etc. Sauf que là, les compteurs commencent à s'affoler, les curseurs, les soupapes de sécurité commencent à péter les unes après les autres, et on s'attend, moi je vous le dis franchement, je ne suis pas devin et je ne suis pas médium, mais je pense qu'à mon avis, ça va finir en des missions punitives, ça va finir avec des massacres, c'est-à-dire qu'il va y avoir des missions punitives contre des délinquants, contre les gens dont on cible en règle générale dans les problèmes d'insécurité, surtout en ce moment en France où tout est en train de remonter à la surface et que même les politiciens, les bien-pensants, malgré l'acharnement qu'ils ont dans les médias, essayer de montrer du doigt la moindre personne qui commence à dire « Attends, là il y a un problème ». Non, il n'y a pas de problème. Si vous dites qu'il y a un problème, vous êtes raciste. Ça monte en température, on le sent bien. Hein. Je dirais même, il y en a certains qui crachent en fait sur limite les pauvres Français qui sont aujourd'hui victimes aujourd'hui de cette insécurité, s'ils ont le malheur de parler, s'ils ont le malheur, alors il y a certaines familles de victimes qui disent oui mais je ne veux pas la récupération politique. Je veux dire, ces gens-là malheureusement, vous savez, ils sont dans des situations sociales et économiques où on leur fait comprendre que voilà, jouez le jeu, faites une déclaration, dites aux médias que voilà, il ne faut pas faire d'amalgame et que vous refusez absolument que les extrêmes récupèrent l'événement pour leurs idéologies, etc. Je veux dire, soyons pas idiots, ne soyons pas naïfs sur ces récupérations, si ce n'est que malheureusement les phénomènes sont en train de parler. Je pense plus particulièrement à Bordeaux, où là tout d'un coup les gens se rendent compte qu'il y a de l'insécurité, sauf que l'insécurité elle n'est pas nouvelle. Cette insécurité qu'il y a à Bordeaux, c'est l'insécurité qu'il y a dans quasiment toutes les grandes villes maintenant, sauf que, étant donné que vous avez des partis, alors partis d'extrême droite ou partis de droite, font en effet de faire remonter cette insécurité face à des municipalités qui ont été briguées, qui ont été conquises par les écologistes. Je rappelle, beaucoup d'écologistes sont en fait des gens de gauche, camouflés derrière des idéologies écologistes. Alors,
oui, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de violence? Pourquoi il y a autant d'agressions, etc. Non, il n'y a pas autant d'agressions qu'il y en avait déjà hier, sauf que hier, on n'en parlait pas. Hier, ça rentre pas dans les statistiques. Hier, les médias étaient briefés de ne pas en parler. C'était, voilà, des faits divers. Sauf que s'il y a quelques années, les faits divers sur le journal, ça prenait 2 ou 3 encarts, aujourd'hui, ça prend 4, 5, 6, 7 encarts. Ça, voilà, ça évolue en nombre, et puis évidemment, avec toutes les conséquences que ça a, suivant le type d'individu, suivant le genre d'individu, suivant l'origine de l'individu, parce que, attention, aujourd'hui, évidemment, ça rejoint ce que je disais dans la vidéo, le problème de vouloir cacher l'origine ou le nom même de l'auteur d'un crime ou d'une agression ou de violence sur personne pour éviter que tout d'un coup ça fasse le jeu de l'extrême droite. Oui, mais sauf que le problème, c'est que c'est pas le problème du jeu de l'extrême droite, c'est qu'à partir du moment où vous constatez que il y a un certain genre d'individus, des individus d'une origine particulière ou d'une condition sociale particulière, avec des antécédents juridiques particuliers, etc., quand ça commence à prendre des proportions, il y a un moment donné, il faut arrêter de vivre dans le déni, parce que le jour où va y avoir véritablement une colère, et que cette colère va commencer à pousser à des gens à appliquer la loi du talion, la loi du talion ne va pas s'appliquer uniquement qu'à des gens parce qu'ils s'appellent Karim, Youssef ou Mamadou, parce que malheureusement, oui, soyons clairs, c'est malheureusement ce qui est en train de remonter à la surface. Et que ces gens pourraient éventuellement, en effet, s'attaquer pas seulement à ceux qu'ils considèrent comme étant les coupables, mais malheureusement aussi s'attaquer à des gens avec voilà toute la montée racisme en effet, ou d'agression de gens qui finalement n'y sont pour rien, sont des innocents, mais parce que voilà, ça fait depuis tellement d'années qu'on fait... qu'on met la population, qu'on met les Français dans une couveuse idéologique, dire attention, ne pensez pas ci, attention, ne dites pas ça, ne pensez pas ça, attention, pas d'amalgame, etc., qu'il y a un moment donné où ça va péter. Donc il y a des gens à un moment donné qui vont prendre les armes. Je veux dire, c'est inévitable. Alors, voilà, c'est peut-être cette petite aparté sur des problèmes de sécurité en France. S'ajoutent les conditions sanitaires qu'impose aujourd'hui le Covid, s'imposent aussi les conséquences économiques, parce que pour l'instant elles ne sont pas encore bien établies. Attention, la rentrée, ça va faire très très mal. Donc, en effet, on est en droit de se poser la question si le Covid n'est pas finalement un outil qui pourrait servir d'autres intérêts. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais peut-être me répéter, mais je vais vous le répéter quand même. Sachez bien qu'aujourd'hui, la situation économique mondiale est dans le trou, que les conséquences économiques internationales vont être dramatiques, vont être catastrophiques, que les conséquences sociales vont être aussi très importantes. Ça va aller sur par exemple, légitimer l'augmentation de dumping social, donc d'où les migrants, même si voilà, on ne va pas revenir sur la question, ça reste très théorique, mais c'est malheureusement c'est un sujet très très vaste et je ne vais pas revenir dessus, et que malheureusement il y a aujourd'hui des acteurs qui profitent de la situation. Certains diront qu'ils ne profitent pas de la situation, mais qu'ils l'ont provoquée, pour finalement accélérer leur intention, leur volonté, leur désir de mettre la main finalement sur le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire la mise en place d'un nouvel ordre mondial, la mise en place d'une gouvernance mondiale, mais ça passe évidemment par la destruction des États-nations, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Et là, force est de constater qu'on a aujourd'hui des situations et des outils qui sont très très propices à mettre en place
cette destruction. En Europe, conflit civilisationnel. Conflit civilisationnel, c'est-à-dire pousser finalement à des guerres civiles ou à des conflits, des conflits interethniques, hein, pas forcément interreligieux, mais clairement interethniques, et utiliser ces arguments-là pour dire attention, là nous sommes dans un péril, donc on prend les mesures, on instaure des lois totalitaires. On supprime les libertés, temporairement, pour rétablir la loi et l'ordre. C'est ce qu'aux États-Unis, un grand nombre d'Américains sont en train de demander. Mais, ni Trump en parle, mais il reste président et il ne peut rien faire sans l'aval du Parlement. Vu que le Parlement, il a la majorité républicaine au Sénat, mais comme je vous l'ai dit, les républicains détestent Trump, et par contre, les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants, donc, impasse. Mais, beaucoup d'Américains aujourd'hui, dans certains endroits, je pense à Minneapolis par exemple, où tout a commencé, et d'ailleurs, petit aparté, là, il y a une vidéo, un bodycam d'un des policiers qui a fait l'arrestation de George Floyd a été publiée, et force est de constater que, oui, très clairement, George Floyd a non seulement un comportement de quelqu'un qui est conscient que malheureusement cette arrestation va avoir des conséquences, c'est-à-dire que vu qu'il était recherché pour répondre d'un certain nombre de plaintes, il allait forcément finir en prison, donc il a un comportement où limite il supplie les policiers de ne pas l'arrêter. En plus de ça, il semblerait bien qu'il soit sous l'influence de certaines substances. Alors, c'est pas flagrant, mais quand même, hein, son comportement est assez étrange, on va dire. Donc voilà, ça en rajoute un petit peu sur l'affaire. Donc aux États-Unis, pour l'instant, il y a l'élection, donc c'est très compliqué, mais en Europe, force est de constater que tout est fait pour pousser à l'anarchie, pour pousser au chaos, et ainsi mettre une cloche sur les populations européennes, leur supprimer leur liberté, et instaurer par voie de fait des lois liberticides qu'on vous présentera comme la possibilité de résoudre les problèmes de façon temporaire, et après on reviendra, on restaurera la démocratie, on restaurera les libertés, alors qu'en réalité, non. Je vous rappelle, l'état d'urgence terroriste qui devait être temporaire. Non, elle n'est plus temporaire, elle est définitive puisqu'elle a été institutionnalisée par Macron. Et vu qu'avec le Covid, pour l'instant, il y en a certains qui commencent à dire qu'il n'y aura pas de vaccin, ou que peut-être les vaccins ne seront pas utiles. Même notre ami Bill Gates, qui a dit que pour l'instant, les vaccins qui sont à l'étude n'ont pas une efficacité, et qu'il faudra peut-être faire plusieurs vaccins, etc. Donc le Covid, on va se le tirer encore peut-être pendant 1 an. Vous imaginez la situation telle que c'est actuellement pendant 1 an? Donc, non. C'est pas possible. Ça va devenir explosif. Je veux dire, financièrement, les gens vont pas pouvoir assumer. Déjà aux États-Unis, vous avez, alors je ne sais plus, je crois que c'est sur les locations, ils ont déjà 48%. Il y a 48% des gens qui vivent en location qui ne payent plus leur loyer depuis le mois de mai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer le loyer. Donc c'est des gens qui vont se retrouver à la rue. Non mais vous imaginez la catastrophe, quand même. Alors en effet, quand vous allez dans la rue, on a l'impression que l'activité, certes, est au ralenti, mais ça tourne. Je veux dire, mais ça tourne pourquoi? Parce que l'État fédéral, les États arrosent les Américains tant qu'ils le peuvent, avec le chômage, avec des primes Covid, etc. Sauf que les primes Covid, alors il y a une prime Covid qui était de 600 $, je crois, par mois, qui vient d'être arrêtée. Donc ça veut dire que 600 $, pardon, ça permettait d'avoir quand même une bouffée d'air frais
de pouvoir s'en sortir, de voir venir, surtout quand vous travaillez dans des secteurs où, pour l'instant, il n'y a pas de reprise. Je pense à tous les secteurs de divertissement, tous les secteurs sportifs, de compétition sportive, tous les lieux de spectacle, voire même un certain nombre de commerces, certains restaurants, par exemple, qui n'ont pas les moyens de s'adapter aux conditions sanitaires, etc. Là, l'État fédéral vient d'arrêter la subvention. Alors peut-être qu'ils vont mettre une subvention, ou peut-être le remplacer, pour l'instant peut-être que c'est en négociation, mais bon, ça veut dire que voilà, on va se retrouver dans une situation extrêmement qui va empirer, de toute façon. Et donc je reviens à ce que je disais, c'est finalement ce qui cloche, c'est savoir qu'est-ce qu'ils cherchent réellement à faire. Est-ce qu'ils cherchent en réalité à mettre les peuples sous cloche en se servant de la situation du Covid, en se servant du fait que pour l'instant il n'y a pas de traitement, que les traitements sont sujets à une compétition de brevets, d'hégémonie de certains laboratoires, dont aujourd'hui le plus connu c'est évidemment Gilead Sciences avec son Remdesivir. Je rappelle, Gilead Sciences, un des principaux actionnaires de Gilead Sciences c'est BlackRock. Donc voilà, les questions sont posées. Alors, personnellement, j'ai pas franchement de réponse. Je lis pas mal de choses, je lis pas mal de gens qui ont des arguments, qui ont des analyses qui sont très intéressantes et qui m'autorisent aujourd'hui à dire qu'en effet, sur le Covid, question posée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Covid, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reprise de l'épidémie, ça ne veut pas dire que le Covid n'est pas dangereux. Je dis simplement, c'est que il faut se poser les bonnes questions sur la gestion et la façon dont c'est géré aujourd'hui. Autrement, les comportements immatures, manque de civilité, etc., de solidarité par rapport à l'effort que chacun doit faire pour se protéger et protéger les autres. Mais là encore, le problème, c'est que ça révèle un problème des sociétés occidentales, comparativement à d'autres pays où, pour l'instant, la situation reste très très stable. Donc ce qui prouve que les pays occidentaux, il y a quand même une question à se poser, quelque part. Est-ce que finalement on n'a pas fomenté des générations de gens dans l'intérêt de les transformer en moutons consuméristes, mais finalement qui sont tellement individualisés, tellement égoïstes, tellement hypocrites, etc., qu'ils sont la source du problème, qui fait qu'aujourd'hui peut-être certains politiciens décident de prendre des mesures drastiques, jusqu'à même prendre des décisions d'obliger le masque, même à l'extérieur. Je pense que c'est une des raisons. C'est la même raison que le problème qu'il y a aux États-Unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que certains gouverneurs en étaient réduits à demander à l'État fédéral de légiférer sur le port du masque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas prendre la responsabilité. Pourtant, c'est leur responsabilité de le faire, mais ils ne veulent pas le prendre. Pourquoi ? Parce que les élections, ils risquent de perdre leur poste. Vous comprenez, c'est compliqué. Parce que voilà, il y a aussi le politicien qui, lui, est aux affaires, doit prendre des décisions, doit prendre des responsabilités, mais aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'ils essaient de se couvrir leur cul, qu'ils essaient de se couvrir de toute répercussion, de toute conséquence pénale ou juridique à terme. C'est-à-dire le fait, si jamais il y a des gens qui tombent malades, si jamais il y a tout d'un coup un pic de mortalité à cause du Covid, ça veut dire que les politiciens, les responsables n'ont pas pris les décisions qu'il fallait. Donc aujourd'hui, ils les prennent. Mais ils les prennent, est-ce que c'est justifié ? Pourquoi ? La question est posée. Donc évidemment, le problème sur Internet, c'est que vous avez beaucoup de vidéos, vous avez beaucoup d'articles de gens qui vous expliquent qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, attention, le masque c'est dangereux parce que si vous le portez plus que ça, je fais référence à la vidéo que j'avais publiée aussi de cette laborantine espagnole qui nous avait fait une démonstration avec différents masques, portés différemment pendant un certain laps de temps, etc. Et qu'en effet, quand elle faisait des frottis, on se rendait compte qu'il y avait une culture de germes assez importante, il y avait des streptocoques, etc. Enfin, c'est appétissant, on va dire. Alors, après, évidemment, certains peuvent polémiquer là-dessus, etc. Il n'empêche que
si on connaît un petit peu la biologie, etc., il est évident que ce qu'on souffle dans notre masque pendant 2-3 heures, à mon avis, si vous prenez votre masque, vous faites un frottis, vous mettez ça dans une couveuse, un truc comme ça, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte qu'il y ait des développements de certaines bactéries ou de certains microbes. Ça, c'est évident. Sauf le problème, c'est que si vous respirez ça 8 heures par jour, pendant 5 jours, pendant que vous travaillez, etc., en effet, moi je suis assez dubitatif de ne pas considérer qu'il y ait à terme des conséquences respiratoires pour les gens. Ça me paraît logique, on va dire. Et d'ailleurs, le problème qui se pose aux États-Unis, et d'ailleurs ça, les études, parce que comme je le dis, hein, souvent aux États-Unis, on a la chance d'avoir des études qui sont assez complètes, avec des chiffres, avec des données précises. Il est clair qu'aux États-Unis, aujourd'hui, dans les pics qui sont énoncés dans un certain nombre d'États, on constate qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains et d'Hispaniques. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les Afro-Américains et les Hispaniques, c'est pas des gens, c'est pas parce qu'ils sont particulièrement disciplinés, hein, il y en a, mais c'est pas la majorité d'entre eux, mais quand même une grande majorité de ces populations sont des gens qui travaillent dans les métiers de service. C'est-à-dire des gens qui ont continué à travailler lorsqu'on était au plus gros du pic de l'épidémie au mois de mars et avril. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé dans des restaurants, c'est des gens qui ont travaillé dans les poubelles, des gens qui ont travaillé dans le jardinage, c'est des gens qui ont travaillé dans des magasins, c'est des gens qui ont travaillé dans des métiers de service tels que électriciens, plombiers, charpentiers. Certains chantiers ont continué à fonctionner. Donc voilà. Et là, avec les délais, ça correspond plus ou moins bien. C'est-à-dire des gens qui ont été volontairement exposés pendant le gros pic de l'épidémie, mais qui finalement, en portant des masques, etc., et ben malheureusement, se sont peut-être affaiblis, ou ont peut-être chopé une saloperie au niveau pulmonaire, et paf, ils chopent le virus, et paf, ils sont malades. Alors s'ils sont traités à temps, ça va, c'est coup de chloroquine et puis c'est reparti, mais voilà, c'est quelque chose qui semble assez logique par rapport aux données que nous avons aux États-Unis. Or malheureusement en France, vous ne pouvez pas faire le constat puisque en France, il manque un certain nombre de données pour savoir si eh bien, finalement les reprises qui sont en train de se produire, est-ce que c'est véritablement des gens parce qu'ils sont irresponsables ou parce qu'ils ont fait la fête pendant la fête de la musique, ou est-ce qu'au contraire, c'est une population qui, depuis l'apparition de l'épidémie, eh bien, ont été obligés de continuer à travailler dans les supermarchés, dans les supérettes, dans les ventes d'alimentaires, dans les services, dans les transports, dans les restaurants, hein, restauration rapide, mais quoique je crois qu'en France, les restaurants rapides ont été fermés. Alors qu'aux États-Unis, les restaurants rapides, tous les restaurants qui avaient la possibilité de fonctionner avec du drive sont restés ouverts. Hein, ils n'ont pas fermé. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui est aussi à réfléchir sur les fameux pics de reprise de la contamination, pour réfléchir si finalement on ne récolte pas ce que l'on a semé. Mais là encore, je le dis, aux États-Unis, on peut le faire. En France, vous ne pouvez pas le faire, puisqu'il n'y a pas... à la limite, vous pouvez appeler tous les hôpitaux qui sont certifiés en traitement Covid et leur poser la question discrète en disant, selon vous, quel est le type de population qui ont été le plus touchés en matière de couche sociale, en matière d'origine ethnique, etc. Parce qu'évidemment, en France, c'est interdit. Vous n'allez pas le faire. Je pense qu'il y a peut-être certainement beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont suffisamment en lien entre eux pour justement collecter suffisamment de données pour se rendre. Je pense qu'entre eux, certainement qu'ils doivent s'échanger ce genre d'informations pour se rendre compte que peut-être en effet il y a une majorité de populations avec des critères bien spécifiques, tant sur le plan social que sur le plan ethnique. Mais là encore, voilà, si vous connaissez un médecin qui travaille dans un hôpital qui est certifié Covid,
essayez de lui poser la question pour savoir si, à ton avis, est-ce qu'il y a une partie, est-ce que la majorité des gens contaminés sont issus de telle catégorie sociale, etc. Ça serait une information qui serait intéressante à savoir, parce que ça permettrait déjà d'élaguer les origines de la reprise de contamination. Et finalement, savoir est-ce que c'est pas spécifiquement les gens qui finalement par leur travail, par leur fonction, qui ont un contact régulier avec du public, sont finalement peut-être les plus à risque. Enfin voilà, c'est peut-être une question pertinente à poser à qui de droit. Donc voilà, pour ce qui... alors, en effet, j'aime bien le lien que j'ai fait au début de la vidéo avec ce qui s'est passé à Beyrouth, et ce petit récapitulatif, ce petit, on va dire, état des lieux actuel haussien, on va dire, de la situation du Covid, pour savoir où est-ce qu'on en est. Il est clair qu'on s'attendait de toute façon à ce qu'il y ait une seconde vague, sauf qu'on s'attendait que la seconde vague, elle arrive à la rentrée. On ne s'attendait pas à ce qu'elle reprenne cet été, ce qui est encore plus dramatique dans le sens où cet été, beaucoup d'acteurs économiques qui vivent essentiellement de l'activité estivale, malheureusement aujourd'hui sont condamnés. Et évidemment, ce sont des acteurs économiques qui aujourd'hui vont vers les autorités pour leur poser le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, nous, on ne pourra pas continuer à rester fermés, sans activité, sans chiffre d'affaires, parce que, évidemment, les banques, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, tout est c'est la théorie des dominos, hein, c'est-à-dire c'est les choses qui sont en cascade. Donc, alors j'ai vu, apparemment, ce sont les patrons de boîtes de nuit en France qui sont en train de pleurer, les cinémas, pourtant les cinémas qui ont réouvert au mois de juin, pareil, ils sont en train de pleurer, j'ai appris le Grand Rex va faire refermer au mois d'août, réouvrira uniquement pour l'exploitation du film de Christopher Nolan, Tenet. Les autres réseaux d'exploitation ne font pas leurs chiffres, et pourtant il y a des films qui sortent, hein, des films européens, français, etc., mais ça n'attire pas les foules. Et si aux États-Unis, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que les cinémas vont rouvrir. Peut-être que certains cinémas réouvriront, peut-être au mois de début septembre, pardon, puisque début septembre, apparemment, ils ont négocié de pouvoir sortir le film de Christophe Nolan, Tenet, dans un certain nombre de salles, etc., mais ça ne veut pas dire que les cinémas vont réouvrir. Enfin, voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a des hypothèses, des possibilités d'évolution économique, réouverture partielle, etc. Je pense personnellement que sur le plan économique, beaucoup d'acteurs vont devoir se réinventer complètement. Ce qui n'est pas le cas, puisque aujourd'hui, beaucoup veulent continuer à reposer sur les modèles économiques sur lesquels ils ont investi, sur lesquels ils ont construit leurs activités, mais il est clair que de toute façon, certains secteurs économiques ne pourront pas continuer à fonctionner comme ils ont toujours fonctionné avant. C'est-à-dire que là, il va falloir complètement revoir la copie, complètement revoir le principe, le système, puisque je le rappelle, tant qu'on n'a pas un vaccin, le Covid, on va se le tirer pendant encore minimum 1 an. Minimum. Donc, avec les distanciations, avec les masques, etc., vous comprenez bien que, d'un côté, ça veut dire que les acteurs économiques vont être obligés d'investir, parce qu'il va falloir respecter des normes sanitaires. Je parlais des cinémas, mais les cinémas vont devoir être obligés d'embaucher, parce qu'il va falloir des gens pour nettoyer les salles, beaucoup plus scrupuleusement que ce qu'ils faisaient avant, avec des produits spécifiques qu'il va falloir acheter, c'est des investissements. Est-ce qu'aujourd'hui des cinémas vont vraiment avoir la motivation de réouvrir s'ils sont obligés de dépenser plus que ce qu'ils dépensaient avant, parce que sinon ils vont pas pouvoir acheter le matériel, pour pouvoir respecter les normes, etc. Ou est-ce que, au hasard, finalement, c'est peut-être pas plus mal de rester fermé, et puis peut-être de faire que des ouvertures sur justement des films qui auraient des potentiels à pouvoir attirer beaucoup de monde. Je pense particulièrement au multiplex,
Je pense que le film de Christopher Nolan, ça va être le genre de film où ils vont, pour essayer de faire un maximum de profit sur ce film-là, c'est des cinémas qui, avec peut-être 10 salles, vont mettre 6 ou 7 salles avec le film de Christopher Nolan. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de place pour les autres films. Hein, ça, à mon avis, c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'on sera dans ce modèle-là. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette question. On y reviendra, on réabordera en effet le Covid et peut-être qu'on reparlera aussi du drame de Beyrouth. Et puis pour nous, eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être sur une autre thématique. Et d'ici là, protégez-vous, portez-vous bien, et surtout, restez l'esprit ouvert, parce que je pense que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, les choses vont tellement vite que parfois un grain de sable peut très rapidement perturber le fonctionnement d'un mécanisme et tout d'un coup, tout nous péter la figure. À la prochaine.